On veut juste qu'ils soient pas là, qu'ils retournent dans leur pays, ils seront beaucoup plus heureux dans leur pays qu'ici dans la rue, les pauvres. Voilà, je vous le dis. Et... Vous avez vu ce discours? On veut juste qu'ils soient pas là, on veut juste qu'ils retournent dans leur pays. Là, ça va être une réaction un peu... Là, il insulte votre intelligence. Nous avons basculé dans une autre sphère de la communication, une autre période de la communication, qui est ce que la philosophe Myriam Revaudolon appelle l'ère de la post-vérité. Ah, c'est ça l'extrait dont je voulais vous parler. Myriam Revaudolon. Le zapping, c'est peut-être quelque chose qui vous dit rien si vous avez moins de 25 ans, mais si vous avez plus de 25 ans, vous avez certainement connu cette époque, cette émission qui côtoyait les guignols de l'info sur Canal+. Le zapping, le principe, c'était de prendre les dernières 24 heures de diffusion télé et de faire une espèce d'amalgame qui durait à peu près un peu plus de 5 minutes, de tous les extraits un peu burlesques, un peu rigolo, mais aussi grave, des sujets importants, des sujets d'actualité nationale et internationale qu'il fallait absolument avoir en tête pour savoir ce qui se passait dans le monde. Et donc cette émission, le zapping, qui était diffusée sur Canal+, elle a été annulée, alors je ne sais plus à partir de quelle année, mais on n'en a plus vu à la télé pendant un moment. Depuis quelques années, il y a France Télévisions qui a créé l'émission Vue, qui reprend exactement le même principe, c'est-à-dire de prendre des extraits de télé et d'en faire un amalgame. Alors, comme le zapping sur Canal+, Vue, c'est plus ou moins orienté politiquement, mais c'est orienté, on va dire, de sorte à ce que ça se confonde avec les valeurs de liberté d'expression de la République et de dénonciation de ce qui est considéré comme étant néfaste à la République ou à la vie démocratique. Donc c'est effectivement un peu orienté, mais comme vous êtes des gens intelligents, des esprits solides, vous ne vous faites pas arrêter par ça. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec le propos de l'émission, bon, bah, ça ne vous empêche pas de voir ce qui se passe durant les dernières 24 heures. Et donc, Vue, c'est une émission qu'on peut retrouver tous les jours sur YouTube. Donc, généralement, c'est à 18h que ça sort, ou même 16h, c'est assez tôt sur YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez les regarder tous les jours. Et tous les jours, il y en a. Et alors, moi, ça fait quelques mois que je regarde déjà, parce que bon, j'aime bien. Puis ensuite, ça me permet de me mettre un peu au courant de toute l'actu, parce que Dieu merci, je passe pas ma journée devant la télé. Ça permet d'avoir un peu... d'être un peu au courant de ce qui se passe. Alors celui qu'on va regarder là actuellement dans cette vidéo, dans cette capsule, je l'ai déjà vu. Mais je l'ai déjà vu mais pourquoi je le refais? Parce que en l'ayant vu, il y a un extrait à l'intérieur qui parle d'une autrice et d'un livre sur un sujet que j'ai moi-même lu en début d'année. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion de parler de cette autrice, c'est l'occasion de parler de ses bouquins, c'est l'occasion de parler de la chaîne principale et de ce qu'on fait dessus. On pourrait faire un format réaction à cette actualité. Toutes les actualités ne sont pas intéressantes en soi, mais ça permet justement d'avoir un peu des contre-discours et de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec ces propos, et si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Donc n'hésitez pas à réagir plus tard dans les commentaires. Donc on va lancer cette première revue de Vue, et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, il y a un petit disclaimer, hein, évidemment, parce que c'est déjà arrivé qu'ils se fassent chuinter des vidéos par YouTube parce qu'il y avait des extraits considérés comme inappropriés pour les annonceurs. Bon, je crois de toute façon que c'est une chaîne Vue France TV, et toutes ces vidéos-là, je crois qu'elles n'ont pas de pub. Tout ça pour dire qu'ils se sont déjà fait striker des vidéos. Et là, on est au Vue du 15 octobre 2024 avec le titre « Viktorovitch, l'ère de la post-vérité ». Vous verrez que c'est ce terme-là qui nous intéresse. Le Doliprane, bientôt américain. Les salariés du groupe sont vent debout contre ce projet de vente. Les élus demandent au gouvernement de s'y opposer. Et si vous me permettez, messieurs les ministres, je voudrais juste dire quelques mots. D'abord, vous remercier pour votre visite. Alors là, regardez déjà la tête des ministres quand le patron de Sanofi s'impose pour défendre sa propre boîte. Inquiète. Alors, il y avait la chaîne Trouble Fait, si vous ne connaissez pas, qui avait fait une revue sur donc, le nouveau gouvernement Barnier, en précisant bien que les deux ministres qu'on a là, même si Barnier c'est un mec de droite, plutôt les Républicains, et que dans son gouvernement il y a quand même pas mal de gens, qu'il a fait un gouvernement de sorte à ce que ce soit très les Républicains, quoi, hein, finalement, et ben ces deux-là sont des macronistes. C'est-à-dire que dans le gouvernement Barnier, avec 39 ministres, les deux mecs liés à l'économie
c'est des macronistes. C'est-à-dire que les types qui sont au pouvoir depuis 2017, le camp présidentiel, le camp politique qui est au pouvoir depuis 2017 et qui nous a amenés dans cette situation où on a un déficit record, c'est le même camp qui garde le portefeuille de Bercy, le portefeuille de l'économie. Enfin voilà quoi, la blague s'écrit toute seule. Sanofi s'impose pour défendre sa propre boîte. Inquiète pour l'avenir du site et puis nos emplois. Le ministre reprend la main, mais la patronne d'Opella Doliprane, filiale de Sanofi, se permet aussi. Une dernière question, s'il vous plaît. Si je peux me permettre, pour rassurer les Français, je voudrais quand même dire que d'abord, la question si le Doliprane sera Donc je le mets en 1,25 pour que ça aille un peu plus vite. toujours disponible pour les Français, effectivement la réponse est oui. Les gros bras veulent reprendre la main, mais la bataille des micros va devenir moins courtoise. Compétitif au monde. Évidemment que même si les Doliprane deviennent, la fabrication devient américaine, évidemment que les Français en auront toujours, parce que c'est un marché. C'est même un très très gros marché pour le Doliprane, le marché français. Mais c'est pas ça en fait qui nous fait peur, madame. C'est en fait de perdre le moyen de production, parce que c'est ça qui fait qu'un pays a de la puissance. C'est pas qu'il ait de l'argent, c'est qu'il ait des moyens de production. Donc si en fait, pour X raisons, l'argent est moins important que le moyen de production d'un article, c'est pas grave. Enfin, c'est grave pour ceux qui n'ont que de l'argent. Donc nous, en fait, on veut garder le moyen de production. On veut pas que le moyen de production se barre. C'est ça qui nous fait peur, en vrai. Donc s'imaginer de le relocaliser ou de s'en séparer est complètement ridicule. Très bien, merci. Donc, voilà. On se dit on doit absolument continuer de relocaliser la matière première ou le produit fini, parfois les deux, pour sécuriser l'approvisionnement en stock du territoire. 13 juin 2023. Et là, on est en octobre 2024. Ça tient 1 an et demi. En plus, pour que ce soit acté, cette vente de Doliprane à une entreprise américaine, c'est que ça n'a pas été signé la semaine d'avant. Donc, il devait forcément être au courant de cette histoire. Enfin, si je veux dire, on l'a vu avec les masques pendant le Covid, quand tu n'as pas le moyen de production, tu es dépendant des autres. Et après, tu es dépendant de la loi du plus offrant. Non, ce qu'il faut, c'est maintenir les moyens de production. Tu veux une souveraineté, tu as les moyens de production. Après, si tu n'as pas accès aux matières premières, ça se négocie. Mais si tu as les matières premières et que tu n'as pas le moyen de production, ça ne sert à rien. Vous imaginez bien que si en France, on a des vignes pour faire du vin, mais qu'on ne sait pas faire du vin et qu'il faut qu'on envoie nos récoltes et nos vendanges vers l'Espagne pour pouvoir acheter du vin par la suite, ça ne sert à rien. Autant pas cultiver de vignes. Vous voyez l'intérêt? Donc là, c'est pareil. Hier, le mercure a atteint 28 degrés. Résultat, une plage bondée comme au mois d'août. Des millions d'élèves ont observé aujourd'hui une minute de silence en hommage à 2 professeurs assassinés par des islamistes radicalisés. Samuel Paty en octobre 2020, Dominique Bernard 3 ans plus tard. Et nous répondons à ces terroristes avec des fleurs et de la musique de chambre. Le maire d'Arras, Frédéric Le Turc, a conclu hier son intervention en citant Antoine de Saint-Exupéry. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Je voudrais dire à monsieur Le Turc que le terroriste ne m'enrichit pas. Ah ouais, c'est un peu des discours faciles, quoi. Parce que déjà, dans sa tête, dans le texte de Saint-Exupéry, j'imagine qu'il parle de celui qui est différent, mais de celui qui veut se rapprocher de lui. C'est un peu l'esprit de « Qu'est-ce qu'une nation » d'Ernest Renan. J'en parle sur ma chaîne principale. J'ai fait une vidéo dessus que vous pouvez retrouver ici. Ernest Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ?» Comprendre le nationalisme universel. Ernest Renan, c'était un auteur qui a écrit donc ce petit discours « Qu'est-ce qu'une nation ?» où il dit qu'en gros, une nation, elle est composée de ceux qui veulent faire cause commune. Même si vous n'êtes pas né au même endroit, même si vous ne parlez pas exactement la même langue, même si, mais que vous êtes prêts à accepter les mêmes règles, vous êtes prêts à travailler ensemble pour un avenir commun, vous faites nation. Saint-Exupéry, quand il dit l'autre qui est différent mais qui m'enrichit, j'imagine que c'est le même principe. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas faire nation, mais de dire si tu es dans ton territoire, je suis dans le mien, et qu'on peut bien s'entendre à travers le commerce, à travers la culture, à travers la gastronomie, voilà. Après, chacun ses croyances, chacun son truc et chacun son mode de vie. Mais par contre, une fois que tu arrives sur un territoire qui n'est pas le tien, entre guillemets, à toi de t'adapter, de faire en sorte que tu sois en bonne entente avec les personnes chez qui tu arrives. D'ailleurs, Bernanos, dans son livre Les enfants humiliés, il est au Brésil au moment, il est en exil au Brésil au moment où il écrit ça. Et il en parle un petit peu de son pays d'accueil dedans. C'est important de faire cause commune. Le problème, c'est que des discours comme celui de Pascal Praud, il imagine que on dit ça aux terroristes. On dit pas ça aux terroristes. Enfin, je veux dire, le terroriste, c'est un fanatique. Tu vas pas faire cause commune avec un fanatique, tu vas pas t'enrichir d'un fanatisme. Mais toutes les
toutes les populations ont des fanatiques, tous les cultes en ont. Il y a le terrorisme islamique, mais quand dans l'église catholique romaine, il y a des scandales, et il y en a eu des scandales, et il continue d'y en avoir, et ben là c'est pareil, on demande pas à l'église catholique de partir du territoire français. On ne lui dit pas vous faites pas partie de notre culture, bah non. Non, presque on dit oui, bon bah c'est pas top, mais ça va être réglé. Il faut pas confondre un texte qui s'ouvre vers d'autres cultures avec oui, bon bah quand il y a des terroristes qui nous frappent, on leur envoie des fleurs et puis on leur demande de faire repentance. C'est pas ça le discours. Non. Et une fois encore, ce mec-là a un discours belliqueux, pourquoi pas, mais est-ce qu'il va y aller ? Est-ce qu'un jour où il y aura une confrontation physique, militaire, est-ce qu'il va se battre, lui ? Est-ce qu'il va envoyer ses proches se battre ? Parce que ces mecs-là, en fait, plutôt que de dire séparons les terroristes du reste de la population qui veut vivre en bonne entente, jugeons les terroristes selon l'état de droit, et de toute façon, les mecs sortiront jamais, faut arrêter le délire, ils ressortiront plus jamais. Donc c'est réglé, entre guillemets. Mais après, pour les autres, minutes de silence, tout ça, comment dire, célébrons le fait que le reste du temps, tout aille bien. Rendons hommage, mais c'est les bons que il faut un devoir de mémoire. Il faut un devoir de mémoire sur le terrorisme, comme il y a un devoir de mémoire sur toutes les catastrophes du XXe siècle. Mais pour autant, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Enfin, je veux dire, t'imagines, après 39-45, si tous les politiques de France disaient encore, oui, bon, quand même, les Allemands, faudrait pas qu'ils commencent à encore vouloir faire du commerce avec nous, faudrait pas qu'ils commencent à vouloir faire une Europe avec nous, non, quand même. Non, au bout d'un moment, on passe outre. On passe outre et puis on avance ensemble. C'est ça, en fait, faire nation. Que l'islamisme ne m'enrichit pas. Je vois dans ce discours lénifiant les raisons de notre échec. C'est la journée... Mais de quel échec ? De quel échec il parle ? On a l'impression que la France, elle va s'effondrer et qu'il n'y a plus rien qui tient debout. C'est bon, la France, elle a quand même survécu à bien des trucs dans son histoire. D'ailleurs, vous en êtes tous, ils en sont toujours fiers. Ils n'arrêtent pas de la brandir, l'histoire de France. De Clovis à Napoléon, par contre. Généralement, ils commencent à Clovis et ils s'arrêtent à Napoléon. Tout le reste, ça les intéresse pas. On va s'en sortir. Évidemment, c'est terrible pour les familles des victimes. C'est terrible pour, une fois encore, même les familles des victimes. Au bout d'un moment, je pense qu'elles ne veulent pas vivre sur leur deuil pendant des années et des années et des années. Elles ont envie de tourner la page. Elles ont envie de croire en l'humanité. Elles ont envie de croire en un monde où il est agréable de découvrir de nouvelles personnes et de faire de nouvelles... rencontre. Ces mecs-là, ils entretiennent le feu de la haine. Et il y a, je pense, suffisamment de gens intelligents. On a des esprits solides, on a des esprits critiques bien faits, pas tomber dans un extrême ou l'autre. Donc quand il y a une situation qui ne nous plaît pas, on en sort. National de la qualité de l'air, l'occasion de faire donc le point ce soir selon Santé publique France. Les particules fines causeraient chaque année plus de 40 000 décès prématurés dans l'Hexagone. Les atteintes à la laïcité en baisse, 110 recensées le mois dernier, c'était plutôt tendu de 500 en début d'année 2024 et ça avait même culminé à 1800 en octobre il y a un an, mais c'était au moment de l'interdiction de l'abaya. Vous voyez par exemple là les chiffres, ça avait culminé à 1800 l'année dernière, mais c'était au moment de l'abaya. Ça c'est pareil, sur les 1800 atteintes entre guillemets à la laïcité, je suis sûr que si tu fais du cas par cas, t'as pas 1800 atteintes directes. C'est selon l'interprétation, c'est selon le dialogue, c'est selon ce qu'il y a eu. Et alors on peut faire dans les deux sens. Ça se trouve il y a eu 15 000 atteintes à la laïcité, mais en fait finalement ils les ont pas dénoncées parce qu'ils ont passé outre. Ou au contraire, il y en a eu beaucoup moins. Mais dès qu'il y a une élève qui refusait de retirer tel ou tel morceau de vêtement parce que ça faisait peut-être abaya. Enfin, vous avez vu, ça a disparu cette histoire. On n'en parle plus aujourd'hui. C'est fou. Là, on voit encore à quel point la puissance de l'actu elle est forte pour aveugler l'esprit. C'est que pendant 10 jours, ça a fait la une de tous les médias tout le temps sur tout et n'importe quoi. C'était quand cette histoire-là ? C'était en septembre l'année dernière. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que la France, elle est tombée ? Est-ce que la France ne s'en est pas remis ? 838 faits d'atteinte ou même 1800 faits d'atteinte pendant la BR, 1800 faits remontés. Énorme, c'est quoi ? C'est peut-être 5 ou 6 millions d'élèves au collège chaque année. 2000 cas remontés sur 5 millions d'élèves, dont probablement la moitié de filles, et dont probablement un cinquième de la moitié de ces filles qui sont concernées. Enfin, c'est ridicule en fait, les ordres de grandeur ils sont ridicules. Mais comme c'est présenté comme ça, t'as l'impression que c'est énorme. Une base militaire où s'entraînent de jeunes recrues de l'armée israélienne vient d'être visée par un drone kamikaze lancé par la milice chiite. Le bilan est lourd, 4 morts et plus de 50 blessés.
Elle a illuminé la nuit et les yeux de millions de fans d'astronomie. Depuis ce week-end, la comète Tsuchinshan Atlas est visible depuis l'hémisphère nord. L'enfer continue à Gaza. Dans sa guerre contre le Hamas, l'armée israélienne a bombardé une école transformée en camp d'accueil pour les déplacés dans le camp de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. Donc voilà, c'est plutôt que de se bouffer une demi-heure de BFM pour savoir un peu ce qui se passe, vous regardez 5 minutes de vue, et alors des fois ça vous met un sacré coup au moral, hein. Ah, ça vous met une sacrée déprime, hein. Ça c'est clair et net, hein. C'est un condensé, de quoi qu'il en soit, que ce soit gentillet ou que ce soit polémique, bah, ça prend plus aux tripes que n'importe quelle heure d'actualité que vous passeriez à regarder une chaîne d'information. La frappe d'hier a fait 15 morts et des dizaines de blessés. Il y aura besoin d'une nouvelle loi sur l'immigration. L'annonce a été faite donc hier soir sur BFM TV par Bonsoir Malco. De Bréjon, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement pourrait durcir la circulaire Valls de 2012, changer les conditions de regroupement familial, garder plus longtemps les étrangers irréguliers en centre de détention. Puis elle a retiré son oreillette et a dit « Attends Marine, parle-moi vite, j'arrive pas à tout... » Mais en vrai, c'est pour ça qu'on parle de libéral autoritaire, parce que les macronistes se disent libéraux, mais ils appliquent de plus en plus, bah oui, une idéologie d'extrême droite. C'est une réalité. En fait, quand le capitalisme... qui est un système de production, hein. C'est un modèle économique, mais c'est avant tout un système de production, hein. Bon, vous savez que sur cette chaîne on aime comprendre les choses, donc en fait la société elle est comment, elle existe grâce à quoi? Elle existe grâce à l'exploitation de ressources pour pouvoir avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation. L'exploitation de ces ressources se fait par un système de production qu'on appelle capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires de moyens de production qui font appel à des volontaires pour travailler et faire tourner ces moyens de production contre salaire. Ce qui fait que si jamais, c'est ça qui fait la différence entre un propriétaire et un prolétaire, le prolétaire n'a aucune autre source de revenus que sa capacité de travail. Alors que le propriétaire, vu que lui, il a la propriété de l'entreprise, tant qu'il y a des gens dedans qui la font tourner, évidemment, il a besoin de travailler aussi, il a besoin de vérifier que tout aille bien, il a besoin de vérifier que les chiffres sont bons, il a besoin de vérifier qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, de machin, mais bon, après tout ça, il a des gens pour s'occuper de ça. Mais ce qui fait qu'un propriétaire peut très bien se dire, bah écoute, là, je suis pas bien, je vais m'arrêter là pendant 3-4 jours pour un peu machin, je te laisse gérer la baraque, donc il dit ça à son directeur, en général, et puis lui, il va se reposer. Alors que le type qui dépend uniquement de sa force de travail pour gagner sa vie, s'il a des problèmes d'argent, s'il a besoin de sous, s'il a besoin de trucs, ben, il va falloir qu'il travaille plus le dimanche, il va falloir qu'il travaille les jours fériés, il va falloir qu'il fasse des horaires supplémentaires, il va falloir qu'il n'a pas d'autres sources de revenus. Donc c'est ça qui distingue le prolétaire du propriétaire. Quand ce système capitaliste fonctionne bien, eh ben, il y a tellement d'activités, tellement d'achats, tellement de production, tellement de revente, tellement de consommation que tout le monde y trouve son compte et donc l'économie tourne bien. Quand il est en crise, et c'est le cas actuellement parce que bah en fait il y a beaucoup plus de monde qui ont besoin de travail que de travail disponible, mais il y a des métiers qui sont très confortables et qui sont très, très bien rémunérés, et à côté de ça il y a des métiers qui sont très difficiles et très mal rémunérés, et ben ça crée des distorsions entre dans l'économie. Et donc là par exemple on a eu l'inflation, donc l'inflation c'est quelque chose qui dépend de tout un tas de facteurs, mais sur lesquels les gens ne peuvent rien faire. Donc si par exemple vous gagnez 2000 € net par mois, vous arriviez à avoir des loisirs, à avoir des trucs, avoir des loisirs, à payer vos factures, tout ça, le jour où tout a augmenté de 10%, de l'essence au beurre, à l'électricité, et que votre salaire, lui, il est resté à 2000 €, bah, en fait vous voyez bien que votre revenu devient insuffisant. Vous avez besoin d'explications. Alors vous dites, bah, vous n'avez qu'à augmenter mon salaire. Mais le patron, il se dit, mais attends, si j'augmente ton salaire, moi, ça m'augmente encore plus mes cotisations. Donc lui, ça ne l'intéresse pas. Les gens qui augmentent leur prix, bah, ils ne veulent pas les baisser parce que s'ils les baissent, qui font moins de marge, bah, ce n'est pas intéressant pour eux. Arrivent des gens qui sont dans cette situation où ils ont beau travailler, ils ont beau donner de leur temps pour un boulot, ils ne s'en sortent pas. Et à ce moment-là, politiquement, puisqu'on ne veut pas modifier le système de production, on ne veut pas modifier la répartition des richesses, eh ben, il faut trouver des hommes de paille. Il faut trouver des personnages qui serviront à catalyser la colère populaire. Et en l'occurrence, dans un pays en crise, quand toi tu te sens pauvre, eh ben, l'ennemi sur lequel tu peux envoyer ta colère, c'est le mec encore plus pauvre que toi,
mais qui a accès à des aides auxquelles toi t'as pas accès. C'est pas les mecs qui sont multi-blindés, qui ont des propriétés énormes, qui pètent dans la soie, c'est pas eux tes ennemis. Tes ennemis, c'est vraiment les types qui ont encore moins que toi, mais qui touchent juste assez pour pas se retrouver à la rue et pour pas crever de faim. C'est ça tes ennemis à toi. Et donc bah voilà, ce qui fait que des politiques comme l'extrême centre ou la droite dure que sont les macronistes commencent à prendre de plus en plus le pli d'une extrême droite qui a comme leitmotiv de dire il y a des gens qui méritent moins que d'autres. Donc ça donne les libéraux autoritaires. Salut Xerxes, bienvenue. Répétez. Si ce texte arrive à son terme, ce sera le 119e concernant l'immigration depuis 1945. Et moi, je souhaite que les aides sociales soient réservées aux familles françaises. Les immigrés payent eux aussi les cotises, la CSG, la TVA, etc. Donc, puisqu'ils financent, c'est normal qu'ils y aient droit aussi. Lucas Digne. Bah ouais, hein, vous voyez, c'est... Si t'es entre guillemets, un immigré récent, ou que t'es un immigré que t'es là depuis 5 ans, 10 ans en France, mais que tu taffes, t'as des fiches de salaire, et que sur ta fiche de salaire, il y a des cotisations pour la Sécu, bah en fait, ouais, t'as le droit au bout d'un moment. En fait, les gens disent, oui, mais il faut favoriser les Français, d'accord. Qui, aujourd'hui, a grandi, vécu toute sa vie en France, voudrait faire des boulots difficiles, loin de chez eux, mal payés? Personne ne veut le faire, ça. Il n'y a pas de sous-métier, mais bien sûr qu'il y a des sous-métiers. Bien entendu qu'il y a des sous-métiers. Les mecs qui débarrassent... là, aujourd'hui, il y a des mecs dont le métier, c'est d'aller dans les halls d'immeubles, de prendre les poubelles et de les mettre dans la rue. Et les mecs, en fait, ils font ça, ils font une dizaine de bâtiments comme ça chaque soir, et puis ils ont des tournées comme ça. C'est très fatigant, et c'est probablement très mal payé. Et je pense même que c'est même pas des métiers à temps plein, ça doit être des métiers, à mi-temps, parce qu'ils se cumulent avec autre chose. Qui aimerait faire ça ? Qui aimerait ce métier, se dirait chaque jour, moi je dois visiter une quinzaine d'immeubles pour en sortir les poubelles? Qui aimerait faire ça? Enfin voilà quoi, je veux dire. Et ces métiers-là, à 80% du temps, sont faits par des migrants, voire même des fois des sans-papiers. Alors je dirais des migrants, on peut dire réfugiés, on peut dire machin, mais on peut dire des expatriés de leur pays d'origine. Qui va faire ça? Qui va faire ça en France? Qui a envie de faire ça? Qui a grandi toute sa vie en France et qui veut faire ce métier? Franchement. Ah, les gens auraient envie de le faire si c'était payé 1006 net, avec des congés, avec une sécu, machin. En fait, c'est pas compliqué, hein. Tu veux faire bosser les gens, quel que soit le métier. Si le métier est bien payé, même s'il est dur, mais il est bien payé, il y a une sécurité, il y a des congés, et puis c'est tout. La plupart des gens, ils veulent juste vivre de leur travail. Mais en même temps, on a un système capitaliste où les propriétaires, je reviens dessus, font tout pour réduire les coûts de leur infrastructure. Donc, en premier lieu, les salaires. Il y a Randall Colomoni. Excusez-moi, moi j'aimerais bien voir les Français qui travaillent du matin au soir, qui n'ont pas pour se loger aussi, et qui n'ont pas pour payer leur loyer, aller devant la mairie de Paris et dire nous aussi, il nous faut un logement. Mais lui, ce mec-là, j'avais diffusé un short, alors je le remettrai dans le montage pour... À se mentir, aujourd'hui, le plus gros problème, c'est le problème de la sécurité sociale, les mecs, aujourd'hui, je le dis. Là, on a une fiche de paye où il y a 0 contribution sociale. Le salaire est un salaire net. Le salarié n'est déclaré nulle part. Là, en l'occurrence, pour Monsieur Hanouna, qu'est-ce qu'il gagne? Il récupère la moitié du salaire qu'il devrait payer. C'est peut-être pas 50%, mais c'est peut-être au moins 30% minimum. Ça tourne, et ça rentre pas. À un moment, les mecs, on va dans le mur. Le salarié n'est déclaré nulle part. À un moment, il faut prendre des décisions très fortes. Il a des salariés sur lesquels... En termes de déclaration, M. Hanouna ne paye pas de cotisation salariale, ne paye pas de cotisation à la Sécu, ne paye pas de cotisation à la retraite. Donc en fait, M. Hanouna, là qui nous parle des Français qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, qui n'arrivent pas à trouver de logement, lui-même, quand il les embauche sur des contrats, il n'y a pas toutes les obligations légales. Donc le mec participe pas à l'économie, participe pas à la société, participe pas à l'effort national, ce type. Et après, il va pointer du doigt des types dont on a fait le portrait juste avant, qui demande une seule chose, avoir les mêmes droits que tout le monde, et lui, il n'est pas d'accord. Mais lui, il ne va pas remettre en cause le système capitaliste. Pourquoi? Ou il ne va pas remettre en cause les crises, les inégalités. Non, lui, il va dire, regardez les pauvres, il y a des types plus pauvres que vous qui se plaignent, et ils ont droit à plus de choses que vous. Vous avez vu la technique? Vous avez vu la tactique? Vous laissez pas endormir par des trucs comme ça, parce que ça, ces mecs-là, Hanouna,
dans le monde tel qu'il est aujourd'hui en crise, il en a rien à faire. Lui, il est gagnant dans ce monde-là. Il a aucun intérêt à ce que notre système change. Oh, et puis même, il se bat, hein. Il se bat contre ça, hein, avec son équipe de pantins là. Merci, ça c'est vrai que ça on le voit moins. بعرف لانه انا اخوي جاء نفس الطريقه حقك. On veut juste qu'ils soient pas là, qu'ils retournent dans leur pays, qu'ils seront beaucoup plus heureux dans leur pays qu'ici dans la rue, les pauvres. Voilà, je vous le dis. Vous avez vu ce discours? On veut juste qu'ils soient pas là, on veut juste qu'ils retournent dans leur pays. Là, ça va être une réaction un peu... Là, il insulte votre intelligence. Il insulte votre intelligence. Qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, si vous avez grandi en France, vous avez vécu dans notre système avec l'école gratuite, pour vous, hein, en tant qu'élève, les remboursements de la Sécu, des routes propres, des vacances, tout ça, des forêts entretenues, des paysages, voilà, un confort de vie assez élevé par rapport à la moyenne humaine sur Terre. Qu'est-ce qui, vous, aujourd'hui, vous ferait partir de ce pays-là? Qu'est-ce qui vous ferait partir? Moi, ce que je regarde, puisque je regarde énormément de contenu de youtubeurs plus ou moins politisés, bah, je vois beaucoup de gens, étonnamment, beaucoup de gens de droite, hein, des mecs qui sont pour la patrie, pour la nation, tout ça, se barrer de la France, parce que ils disent c'est un pays communiste où il y a quand même le top 5 des milliardaires au monde, et les plus grosses explosions de dividendes, hein, les records annuels de dividendes pour les actionnaires, hein, pays communiste. Bon, déjà paye ton incohérence, paye ton vide intellectuel. Et ensuite, ils se barrent pour des questions de pognon, pour des questions de fiscalité. C'est-à-dire que les mecs, ils ont grandi dans un pays où, grâce à la fiscalité des autres, ils ont pu avoir tous les bienfaits de notre système de santé, système d'éducation, tout ça. Et les mecs se barrent en Suisse, en Allemagne, à Andorre, hein, si vous voyez à qui je fais référence, à Dubaï, aux États-Unis. C'est pas mal, hein, cette droite-là qui encense les sacrifiés de Verdun, mais qui se barre pour des questions de pognon, là, surtout changeait rien. Et ils partent dans des pays à l'étranger. Pourquoi des types qui sont à l'autre bout du monde chercheraient à partir de leur pays? Pourquoi un mec de l'Ouganda, un mec du Soudan, un mec de l'Éthiopie, un mec du Sénégal, un mec d'Afrique du Sud, de Centrafrique, ou même de n'importe quel pays d'Europe, un Polonais, un Croate, un Irlandais, machin. Pourquoi ces gens-là partiraient de leur pays pour aller ailleurs? Bah, peut-être parce qu'en fait, dans leur pays en question, ils s'en sortent pas. Vous êtes des esprits intelligents, vous êtes des gens intelligents. L'histoire de l'immigration des États-Unis durant le XXe siècle, avec les Italiens, les Siciliens, les Irlandais, ils sont partis pourquoi? Ils sont partis parce qu'il y avait des aides aux États-Unis? Ils sont partis parce que quand t'arrives, t'inquiète pas, t'as la Sécu, Non, ils sont partis parce qu'en fait, chez eux, ils étaient en train de crever. Ils étaient en train de crever, ou ils étaient en danger de mort pour X raisons, et ils ont fui, ils se sont exilés. Et alors, c'est pas des expatriés, hein, c'est des exilés. C'est d'ailleurs un terme qu'on devrait plus utiliser que immigrés. Hein. Exilés, ça me paraît meilleur quand même. Et ces exilés-là, tu vas leur retirer le droit de pouvoir venir jusqu'en France pour qu'ils améliorent leur vie, alors qu'un Français qui a vécu toute sa vie en France, s'il veut aller en Suisse pour gagner plus d'argent, s'il veut aller aux États-Unis pour gagner plus d'argent, s'il veut aller à Dubaï pour pas payer d'impôts, ou même à Malte, hein, c'est plus proche, ça, il a le droit. Le mec a profité toute sa vie des cotisations de la génération précédente, mais il veut pas y participer à son tour. Le cœur, c'est peut-être nous qui l'avons. Voilà, Donald Trump a fait un discours où il parle de l'occupation criminelle qu'effectuent les étrangers aux États-Unis. Et il parle de déportation massive s'il arrive au pouvoir. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon. Dans ces préfabriqués de 12 mètres carrés entourés de hauts murs, dormiront ce soir les premiers migrants récupérés en mer par l'Italie. Transférés ici en Albanie suite à un accord fin 2023. La plupart des migrants ont fui la misère. Entendu traduit, ce sont tous des survivants. On n'est pas un migrant quand on traverse l'enfer. Et moi je me refuse de n'être qu'un migrant. Et c'est toujours la même chose, on demande à toujours les mêmes gens, les honnêtes gens, les Français qui bossent de faire des efforts, et de l'autre côté on a une générosité accrue envers des gens qui n'ont pas le droit d'être là. Et tu vois, des gens qui n'ont pas le droit d'être là. Vous avez vu hein, comment ils divisent? Ils prennent les pauvres en France qui ont perdu du pouvoir d'achat, qui ont perdu de la qualité de vie, qui sont au chômage parce que la boîte a délocalisé, ou parce qu'elle a fait faillite, parce qu'il y a une mauvaise gestion du patron.
le type qui a eu des accidents de la vie. Vous savez, les gens qui, ils avaient un travail, un métier, tout se passait bien, puis ils ont eu des problèmes de santé, et au fur et à mesure, l'argent s'est évaporé parce qu'ils n'avaient pas d'autres sources de revenus. Voilà, ces gens-là, donc, qui se sont appauvris. Leur ennemi à eux, à ces gens-là, c'est pas les mecs très riches qui ont des propriétés partout, qui accumulent du patrimoine, qui accumulent de la puissance et qui font un peu le jeu politique, parce que quand tu possèdes un média, tu peux avoir une influence beaucoup plus importante que si tu n'en possèdes pas. Mais non, c'est pas eux tes ennemis. Tes ennemis, c'est le type qui a traversé le monde pour essayer d'améliorer sa vie, comme un Français irait en Suisse pour améliorer ses revenus. C'est ça la réalité. Moi, franchement, ça me prend aux tripes. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Vous êtes des résistants, vous qui nous regardez tous les soirs, des résistants de la liberté d'expression. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Nous avons ambiance. Le chant des partisans joué dans un studio dont les chroniqueurs ont ravivé la flamme des idéologies, des pires idéologies de France collaborationnistes qui soient, quoi. Oh, le décalage. Oh, ah non, il n'y a rien qui va. Hein. Putain, c'est une honte. Hein. Et ils sont pas à l'aise. Hein. Ils sont pas à l'aise. Regarde-moi ça, là. Regarde-moi ça, cette belle brochette de gens qui disent oui, il faut renvoyer toute une partie de la population de France dans leur pays d'origine parce que vraiment, on veut pas d'eux. Et qui écoutent le chant des partisans. Putain, c'est... Nous avons basculé dans une autre sphère de la communication, une autre période de la communication qui est ce que la philosophe Myriam Revaud-Dallon appelle l'ère de la post-vérité. Ah, c'est ça l'extrait dont je voulais vous parler. Myriam Revaud-Dallon. Myriam Revaud-Dallon, c'est quelqu'un qui a écrit... Alors, c'est une philosophe française qui, quand même, a un certain âge aujourd'hui, hein, donc... elle a toute une vie d'écriture, de réflexion, et donc elle a écrit pas mal de bouquins, assez courts mais assez quand même complexes, et donc parmi lesquels celui-ci. Donc c'est à ça qu'il fait référence à Viktorovitch dans cette interview, c'est la faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun. Donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment pour moi l'une de mes philosophes préférées, et c'est tellement ma philosophe préférée que quand j'étais tombé sur ce livre-là, un peu par hasard, dans les rayons de la Fnac, et oui, malheureusement, je suis allé à la Fnac, c'est là-bas que je l'ai trouvé, et ben j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, j'en ai fait un podcast que vous pouvez retrouver sur la chaîne principale qui se trouve ici. Comprendre l'esprit du macronisme. Donc, c'est un podcast que j'ai fait il y a 2 ans. Comprendre le pouvoir numéro 10. C'est très intéressant. Je résume ce bouquin-là dans cette vidéo. Si vous voulez l'écouter, je vous mettrai le lien. Et j'avais parlé, du coup, sur Eminence Stream aussi, de Victor Ferry. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Victor Ferry. C'est un vidéaste qui est prof de rhétorique, qui fait pas mal de vidéos intéressantes sur la rhétorique, mais qui a pris un virage depuis quelques temps très néolibéral, ultra-capitaliste, anti-système de répartition des richesses, anti-social, vraiment, du libertarianisme pur. Hein. Et donc j'avais fait une vidéo, tu es pauvre, c'est de ta faute. Bon, pareil, je l'ai fait il y a 8 mois, elle a fait un peu moins de 1000 vues. Il avait réagi parce qu'évidemment, quand on le tacle un peu, il l'a mauvaise. Hein. Tous les arguments qu'il avait fait pour me critiquer ma vidéo, en fait, c'était les défauts dont je parlais dans ma vidéo. Donc, en fait, à partir du moment où ça parle pas argent, ça parle pas business, il a du mal, Victor Ferry, il a du mal sur tout un tas de concepts. Et donc, évidemment, vu qu'il avait répondu, je lui avais fait une autre réponse qui dure 2h56. Alors bon, celle-là, faut vraiment vous l'écouter. Faut que vous l'écoutiez en faisant une activité derrière, parce que comme la plupart de mes vidéos, vous pouvez les écouter sans les regarder. Mais enfin, c'est terrible, quoi. C'est vraiment 2h30 de fessée. Et ces arguments, ils sont explosés un par un, quoi. Et Victor Ferry, il refuse les débats. Il fait des conférences, il fait des interviews, il fait tout un tas de trucs, mais il prend pas de débat. Parce qu'il sait très bien, en fait, qu'il va perdre. Il sait très bien qu'il va perdre, il sait très bien que ses arguments historiquement ne fonctionnent pas. Voilà, c'était pour vous dire que Myriam Revaud-Dallon et la post-vérité, c'était vraiment pour ça que je voulais faire un réact sur cette vidéo. C'est vraiment une autrice que je vous conseille de découvrir, hein, qui est vraiment assez difficile d'accès, mais par contre, une fois que vous avez saisi, c'est une clé qui vous ouvre les portes d'un nouveau monde. Alors, on va finir avec Viktorovitch. C'est-à-dire un monde dans lequel... Ah oui, et puis...
communication. Une autre... Ah oui, et puis Clément Viktorovitch, qui est donc prof de rhétorique également. Le Viktorovitch est supérieur au Victor Ferry, hein. Ça, faut le savoir. Période de la communication qui est ce que la philosophe Myriam Revaudolon appelle l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire un monde dans lequel le vrai et le faux n'ont plus d'importance. Et c'est ça le cri d'alarme de ce spectacle. Je crains que le monde de la post-vérité, dans lequel nous vivons d'ores et déjà, ne débouche un jour, si ce n'est d'ailleurs déjà le cas, dans un autre monde, celui de la post-démocratie. Alors, on va terminer là-dessus. J'en profite pour dire, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui me demande penses-tu à créer une chaîne sur Spotify? Alors ça existe. Si vous allez sur Spotify, vous tapez Éminence Grise, normalement vous me trouvez. Il y a 5-6 podcasts je crois, alors ça fait des mois que j'ai rien mis dessus parce que c'est des épisodes de la chaîne principale que j'ai remis sur Spotify. Mais normalement vous pouvez me trouver sur Spotify. Éminence Grise, c'est la même photo de profil, il y a à peu près 5-6 contenus, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça me fera plaisir. Et puis si vous voulez encourager la chaîne, si vous voulez la voir se développer, n'hésitez pas déjà à découvrir la chaîne principale, de vous abonner aussi sur Éminence Stream, de regarder tous les anciens contenus ou ceux qui vont venir. On va faire un deuxième épisode dans la foulée, parce que celui-ci je l'avais déjà vu, mais là on va vraiment faire une réaction à chaud d'un vu que je vais découvrir en même temps que vous. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.